Un garde de sécurité partage son déjeuner avec un vétéran sans-abri, sans réaliser la véritable identité de l'homme. Cette pensée tournait dans l'esprit de Marcus Johnson, alors qu'il regardait le vieil homme en veste militaire usée s'éloigner de l'aire de chargement. Quelque chose dans cet échange avait semblé différent aujourd'hui. Quelque chose au-delà du simple geste de partager la moitié d'un sandwich avec un inconnu. Marcus resserra sa veste d'uniforme bleu marine contre le froid d'octobre. 6 mois dans son poste de sécurité au Westfield Corporate Plaza, et c'était la première fois qu'il enfreignait le protocole. Interdiction de flâner stipulait clairement les règles. Pourtant, il n'arrivait pas à se résoudre à chasser le vieux vétéran qui était apparu 3 jours plus tôt, recroquevillé contre l'entrée arrière du bâtiment chaque matin, disparu l'après-midi. La radio à sa hanche grésilla. Johnson, vérification de statut à l'entrée est. Tout va bien, répondit Marcus, son souffle visible dans l'air matinal. Il jeta un dernier regard vers la ruelle où le vieil homme avait disparu. Les restes de leur déjeuner partagé, un sac en papier brun et une serviette, roulaient dans l'air de chargement vide, emportés par une rafale soudaine. Comme sa vie ces derniers temps. Sans direction. Vedo. À 38 ans, Marcus avait imaginé un autre chemin. Pas ça, monter la garde dans un hall d'entreprise, saluer des cadres qui ne se rappelaient jamais son nom, rentrer chaque soir dans un appartement qui ressemblait plus à une étape qu'à un foyer. Le divorce 3 ans plus tôt l'avait vidé. Les visites de week-end de sa fille Lily étaient les seuls moments lumineux dans une existence par ailleurs terne. Quand son service se termina à 16 heures, Marcus rentra chez lui par des rues qui s'assombrissaient avec l'obscurité précoce de l'hiver. Son appartement l'accueillit avec le silence familier qu'il avait appris à la fois à détester et à compter dessus. Il prépara machinalement le dîner, encore des pâtes, et mangea debout au comptoir de cuisine, faisant défiler les photos de Lily sur son téléphone. 10 ans maintenant, elle grandissait trop vite. Un message de son ex-femme. La pièce de théâtre de Lily est jeudi. Elle veut vraiment que tu sois là. Marcus ferma les yeux. Jeudi, c'était son service de nuit. Changer l'horaire signifierait demander une faveur. Quelque chose qu'il avait évité depuis qu'il avait commencé à Westfield. Fierté ou peur, il n'était pas sûr de ce qui l'empêchait de nouer des liens avec ses collègues. « Je serai là », tapa-t-il en retour. Il trouverait bien un moyen. Le sommeil vint difficilement cette nuit-là. Ses rêves remplis du visage buriné du vétéran sans-abri. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux, une reconnaissance lointaine que Marcus n'arrivait pas à situer. Une tristesse familière. Le matin arriva avec le givre qui dessinait des motifs délicats sur la vitre de sa chambre. Marcus prépara son déjeuner avec un soin inhabituel. 2 sandwichs aujourd'hui au lieu d'1. Il ne pouvait pas expliquer cette impulsion, même à lui-même. Le vétéran était là encore, recroquevillé contre le mur du quai de chargement, un sac à dos râpé serré contre sa poitrine. Aujourd'hui, Marcus remarqua des détails qu'il avait ratés auparavant. Les écussons militaires sur la veste usée, les ongles méticuleusement propres malgré l'apparence négligée de l'homme, la façon dont il se tenait au garde-à-vous parfait malgré le froid qui remontait du béton. « Bonjour », dit Marcus en s'approchant prudemment. « Du café ?» L'homme leva les yeux, la surprise traversant son visage ridé avant de disparaître derrière une neutralité rodée. « C'est très gentil de votre part. » Sa voix portait un léger accent du sud, douce et usée comme du cuir ancien. Marcus tendit la tasse de voyage. « Je suis Marcus. Thomas, » répondit l'homme après un moment d'hésitation. « La plupart des gens m'appellent juste Tom. »« Vietnam ?» demanda Marcus en hochant la tête vers les écussons. Les doigts de Tom se resserrèrent autour de la tasse de café. Entre autres endroits. Un silence s'installa entre eux, pas inconfortable mais chargé d'histoires non dites. Au loin, des camions de livraison reculaient dans les bâtiments voisins, leur bip d'avertissement ponctuant le calme matinal. « Je dois y retourner », dit finalement Marcus. « Mais je repasserai à midi si vous êtes encore là. » Tom hocha la tête, ses yeux, d'un bleu clair malgré le visage buriné auquel ils appartenaient, étudiant Marcus avec une intensité qui semblait presque familière. Durant sa tournée matinale, Marcus se surprit à repenser au vétéran. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'attirait, une connexion qu'il n'arrivait pas à exprimer. À midi, il avait hâte d'échapper au hall stérile pour rejoindre le quai de chargement. Tom l'attendait, assis au même endroit, bien qu'il ait plié sa veste soigneusement à côté de lui malgré le froid. Le maintien militaire était encore plus évident aujourd'hui. Marcus s'assit sur une palette vide à proximité, ouvrant son sac repas. « J'espère que vous aimez la dinde. Ça fait un moment que je ne fais plus le difficile avec la nourriture, » dit Tom acceptant le sandwich avec une gratitude digne. Ses mains tremblaient légèrement, du froid ou de l'âge. Marcus n'aurait su dire. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes,
les bruits de la ville offrant une toile de fond à leur repas partagé. « Vous avez de la famille, What ?» demanda soudain Tom. La question prit Marcus au dépourvu. « Une fille. Elle a 10 ans. » Il sortit son téléphone, hésita, puis montra à Tom une photo de Lily. Le visage de Tom s'adoucit. « Belle petite, elle a tes yeux. »« Et l'entêtement de sa mère ?» dit Marcus, un petit sourire perçant sa réserve habituelle. « Tu la vois souvent, les week-ends, surtout. Elle a sa pièce de théâtre jeudi. » Marcus se surprit à partager ce détail. Tom hocha la tête, l'expression distante. Il ne faut jamais rater ces moments-là. Ils s'envolent avant qu'on s'en rende compte. Quelque chose dans son ton poussa Marcus à l'observer de plus près. « Tu as des enfants, Saturn ?» Une ombre passa sur le visage de Tom. « Un fils. Et j'ai perdu le contact il y a des années. » Cette simple déclaration portait des volumes de regrets. Marcus le reconnut. Il portait un poids similaire depuis qu'il avait signé les papiers du divorce. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Marcus avant de pouvoir s'arrêter. Tom enveloppa soigneusement la moitié restante de son sandwich dans une serviette, la glissant dans sa poche. La vie, la guerre, des erreurs qui semblaient insignifiantes à l'époque. Il leva les yeux vers le ciel gris. L'orgueil, surtout. La chose la plus difficile à avaler. La radio à la hanche de Marcus grésilla à nouveau. Il l'ignora un moment, peu disposé à briser cette connexion inattendue. « Je dois y aller », dit-il finalement. Tom hocha la tête. « Merci pour le déjeuner. » Et la compagnie. Alors que Marcus se tournait pour partir, Tom lui lança « Cette pièce jeudi, trouve un moyen d'y être. » Ce n'était pas une question, mais un ordre bienveillant, livré avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à être obéi. Marcus se retrouva à hocher la tête avant même d'avoir décidé d'accepter. Mercredi apporta la pluie, un crachin froid et persistant qui semblait déterminé à s'infiltrer dans chaque fissure et crevasse de la ville. Marcus arriva au travail plus tôt que d'habitude. L'inquiétude pour Tom le rongeant tout au long de son trajet avant l'aube. Le quai de chargement était vide. Marcus ressentit une déception disproportionnée en balayant la zone du regard, cherchant tout signe du vétéran. Seules les flaques l'accueillirent, reflétant les éclairages de sécurité en motif brisé. À l'intérieur, le hall était silencieux alors que Marcus commençait ses vérifications matinales. Karen, la réceptionniste de jour, hocha la tête quand il passa. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Tu sembles distrait ?» Marcus s'arrêta. En 6 mois, c'était peut-être leur plus longue conversation. « As-tu remarqué un homme âgé dans les parages du bâtiment ?» Un vétéran, probablement sans abri. L'expression de Karen changea pour laisser place à l'inquiétude. « Est-ce qu'il pose des problèmes ? Je peux appeler la police la prochaine fois. »« Non !» l'interrompit Marcus plus sèchement qu'il ne l'avait voulu. « Pas de police. Il ne dérange personne. » Karen l'étudia avec une curiosité nouvelle. « Il y a un refuge sur Markham Street. Si tu t'inquiètes pour lui avec ce temps. » Marcus hocha la tête pour la remercier, se sentant inexplicablement exposé par son inquiétude pour un homme qu'il connaissait à peine. La journée traînait en longueur, chaque heure s'étirant plus que la précédente. Marcus se surprenait à vérifier le quai de chargement à chaque ronde, espérant apercevoir cette silhouette familière. L'après-midi, la pluie s'était intensifiée, tambourinant contre la façade vitrée du bâtiment comme des doigts impatients. Au changement d'équipe, Marcus s'approcha de son superviseur. Les mots lui semblaient épais dans la bouche quand il demanda son jeudi soir. 6 mois sans une seule demande, et le voilà maintenant qui sollicitait une faveur. « Spectacle scolaire », expliqua-t-il, la simplicité de cette phrase ne parvenant pas à transmettre son importance. Dave, son superviseur, leva à peine les yeux du planning. « Pas possible, Johnson. Henderson a appelé malade, et Torres couvre déjà l'entrée principale. On manque déjà de personnel. » Marcus sentit quelque chose d'inhabituel monter dans sa poitrine. De la détermination peut-être. Ou du désespoir. C'est important. Ma fille, on a tous des familles, le coupa Dave. C'est le boulot. Tu connaissais les horaires quand tu as pris le poste. À une autre époque, Marcus aurait accepté ce refus, avalé sa déception et l'aurait ajouté à la liste grandissante des façons dont il avait déçu sa fille. Mais les mots de Tom résonnaient dans son esprit. Ne rate jamais ces moments. Je trouverai quelqu'un pour me remplacer, dit Marcus. Ou je ne serai pas là demain soir. Les mots restèrent suspendus entre eux, un défi que Marcus ne savait pas capable de lancer. Dave leva finalement les yeux, la surprise évidente dans son expression. « Ta période d'essai n'est même pas terminée, Johnson. »« Je sais. » Un long moment passa avant que Dave soupire. « Très bien. Trouve quelqu'un pour échanger avec toi. Mais je ne paie pas d'heures supplémentaires pour ça. » Marcus hocha la tête, le soulagement l'envahissant même si l'anxiété de trouver un remplaçant prenait sa place. Alors qu'il se dirigeait vers le vestiaire, son téléphone vibra avec un texto de son ex-femme. Lily répète ses répliques sans arrêt. « Merde pour demain. »
Dehors, la pluie continuait de tomber, et Marcus se surprit à scruter les rues sur le chemin du retour, cherchant cette silhouette familière en veste militaire. Le jeudi matin se leva clair et froid, la pluie remplacée par un givre cristallin qui faisait scintiller le monde sous le soleil levant. Marcus avait à peine dormi, son esprit oscillant entre l'inquiétude pour Tom et l'anxiété pour le spectacle de Lily. Il avait réussi à convaincre Miguel de l'équipe de week-end d'échanger avec lui, au prix de travailler les 2 samedis suivants. Ça en vaut la peine, pensa-t-il en s'approchant du quai de chargement. Ça vaut toutes les heures supplémentaires. Son cœur se souleva quand il vit Tom assis à sa place habituelle, remarquablement sec malgré le déluge de la veille. Le vétéran leva la main en guise de salut, le geste empreint de précision militaire malgré sa décontraction. « J'ai cru que la pluie t'aurait fait fuir », dit Marcus en lui offrant un café. Tom l'accepta d'un hochement de tête reconnaissant. « Il en faut plus qu'un peu d'eau pour me faire déguerpir. J'ai trouvé un coin sous le pont autoroutier. » Marcus fronça les sourcils à l'idée du vieil homme recroquevillé sous le béton, tandis que la pluie ruisselait autour de lui. « Il y a un foyer sur Markham. Les foyers ont trop de règles. Trop de questions. » Tom sirota son café, le regard perdu au loin. « Comment t'as résolu ton problème de jeudi ?» La question surprit Marcus. Il ne s'attendait pas à ce que Tom se souvienne de leur conversation. « J'ai échangé mes horaires. Je travaille les week-ends maintenant, mais je serai à la pièce. » Tom hocha la tête d'un air approbateur. « Bien joué. » Ils retombèrent dans ce qui était devenu leur routine, café partagé le matin, déjeuner à midi. Aujourd'hui, Marcus avait apporté de la soupe dans un thermos, encore assez chaude pour que la vapeur monte en spirale dans l'air froid, quand il en versa un peu dans le bouchon pour Tom. « Poulet aux nouilles », expliqua Marcus. « La recette de ma mère. » Tom prit une gorgée prudente. « Ça fait longtemps que j'ai pas eu de soupe faite maison. » Ses yeux se fermèrent brièvement. « Ça me rappelle la maison. »« C'est tout chez toi ?» demanda Marcus. « C'était en Géorgie. Il y a longtemps. » Le regard de Tom se tourna vers l'intérieur. « J'avais un endroit près d'Atlanta. Rien de fancy. Juste assez de jardin pour qu'un gamin puisse courir partout. » La mention d'un gamin fit penser Marcus au fils de Tom, celui avec qui il avait perdu contact. « Ton fils, tu as essayé de le retrouver ?» Tom reposa la soupe, son expression se fermant. « Certains ponts restent brûlés pour une bonne raison. »« Je crois pas à ça. » dit Marcus, se surprenant lui-même par sa certitude. « Si mon père me contactait, peu importe ce qui s'est passé, je voudrais savoir. »« Ton père n'est pas dans le tableau ?» Marcus secoua la tête. « Parti quand j'avais 12 ans, plus jamais eu de nouvelles. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Tom. De la reconnaissance peut-être, ou du regret. C'est dur de perdre un père à cet âge-là. Plus dur pour ma mère. Elle a travaillé 2 boulots après son départ. Marcus n'avait pas parlé de ça depuis des années. Même pas pendant les séances de thérapie obligatoires après son divorce. Pourtant, le voilà qui partageait ça avec un vétéran sans-abri derrière un immeuble de bureau. Qu'est-ce que tu lui dirais? S'il débarquait demain? La question resta suspendue dans l'air froid entre eux. Marcus fixa ses mains, réfléchissant. « Je lui demanderai pourquoi, dit-il finalement. Même pas pourquoi il est parti, mais pourquoi il n'a jamais vérifié si j'allais bien. » Tom hocha lentement la tête, son visage buriné grave. Question légitime. Un silence s'installa entre eux, lourde histoire non dite. Au loin, un camion reculait vers un quai de chargement voisin, son signal sonore perçant le silence. « Elle commence à quelle heure, la pièce, Wham ?» finit par demander Tom. « 7 heures. Peter Pan, Lily Joe Wendy. » Un grand rôle, dit Tom, quelque chose qui ressemblait à de la fierté réchauffant sa voix. « Tu apportes des fleurs, Shaw ?» Marcus cligna des yeux. Cette idée ne lui avait pas traversé l'esprit. « Je devrais, pas vrai? Une fille qui joue Wendy, elle mérite des roses. » La certitude de Tom était réconfortante. « Des roses, des rouges, une pour chaque année. »« Dix roses, » dit Marcus en prenant note mentalement. Tom hocha la tête. « Elle s'en souviendra toute sa vie. » Alors que Marcus se levait pour retourner au travail, il hésita. « Tu seras là demain ?» Pour la première fois, une incertitude traversa le visage de Tom. « Je me dis qu'il est peut-être temps de repartir. » Un sentiment inattendu de perte submergea Marcus. « Tu viens juste d'arriver. J'ai jamais été du genre à m'enraciner trop profondément. » Le sourire de Tom n'atteignait pas ses yeux. Ça rend plus difficile de lever le camp quand le moment est venu. Marcus voulait en savoir plus. Comprendre pourquoi le départ de cet inconnu lui semblait si significatif, mais sa radio grésilla avec une demande d'assistance à l'entrée principale. « Je dois y aller, dit-il à contre-cœur. Tom hocha la tête. « Bonne chance ce soir. Pour la pièce. » Cela ressemblait à un adieu. Marcus hésita, puis plongea la main dans sa poche et sortit une carte de visite avec le logo de la société de sécurité et son nom. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-il en l'attendant à Tom,
Mon portable est au dos. Tom étudia la carte un long moment avant de la glisser soigneusement dans la poche de sa veste. J'apprécie, fiston. Cette marque d'affection, aussi désinvolte soit-elle, accompagna Marcus tout au long de la journée, le réchauffant de l'intérieur malgré le froid de décembre. L'auditorium de l'école primaire bourdonnait d'excitation. Les parents serraient leurs programmes et leurs appareils photos. Les enseignants guidaient de petits groupes d'enfants costumés. Et quelque part derrière le rideau, Lily attendait de devenir Wendy Darling pour une nuit magique. Marcus était assis raidement sur son siège, le bouquet de 10 roses rouges posé sur ses genoux. Il avait quitté son uniforme pour son seul costume décent, conscient de se sentir déplacé parmi les autres parents. Son ex-femme, Sarah, était assise 2 rangées devant avec son nouveau mari, leurs têtes penchées ensemble sur le programme. Les lumières s'éteignirent, envoyant une onde d'anticipation dans la foule. Marcus se pencha en avant, son cœur soudain emballé. Et puis le rideau se leva, révélant un décor de chambre d'enfants, où 3 enfants se préparaient pour le coucher. Quand Lily s'avança, ses cheveux ornés d'un ruban bleu et sa voix claire alors qu'elle prononçait sa première réplique, Marcus sentit quelque chose en lui se fissurer. De la fierté, oui, mais aussi une conscience brûlante de la rapidité avec laquelle elle grandissait, de tous ces moments comme celui-ci qu'il avait peut-être manqué dans sa retraite de la vie après le divorce. La pièce se déroula avec cette imperfection charmante des productions d'école primaire. Des répliques oubliées suscitant des rappels chuchotés depuis les coulisses. Des décors qui vacillaient quand Peter Pan fit son entrée dramatique. Une clochette dont la lumière clignotait parfois à des moments inopportuns. Rien de tout cela n'importait. Lily était lumineuse dans le rôle de Wendy, son visage vibrant d'émerveillement alors qu'elle suivait Peter au pays imaginaire, sa voix stable même quand le garçon qui jouait le capitaine Crochet oublia sa tirade menaçante et dut être soufflé 3 fois. Quand le rideau final tomba, les applaudissements furent tonitruants. Marcus se retrouva debout, applaudissant jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, les roses serrées dans un poing. Alors que les parents se précipitaient vers leurs enfants, il se fraya un chemin vers la scène, sa taille lui permettant de repérer Lily, qui émergeait de derrière le rideau, toujours dans son costume de chemise de nuit bleue. « Papa, et Wyatt » cria-t-elle, son visage s'illuminant quand elle le vit. Elle se fraya un passage dans la foule, se jetant dans ses bras avec cette joie sans retenue que seuls les enfants savent exprimer. « Tu es venu? Je n'aurais manqué ça pour rien au monde », dit Marcus la gorge serrée. Il présenta les roses avec une révérence formelle qui la fit glousser. Pour la plus belle Wendy Darling que Londres ait jamais connue. Lily enfouit son visage dans les fleurs, son sourire visible même à travers les pétales écarlates. « Dex, j'ai compté. Une pour chaque année, one. Intelligente et talentueuse, dit Marcus, la faisant tournoyer dans un cercle qui fit volter sa chemise de nuit. Comment ai-je pu avoir autant de chance, ça quoi? Sarah s'approcha, son expression s'adoucissant à la vue du bonheur de leur fille. Elle était merveilleuse, n'est-ce pas? Parfaite, acquiesça Marcus. Pour une fois, il n'y avait aucune tension entre eux, juste une fierté partagée pour l'enfant qu'ils avaient créé ensemble. Papa m'emmène manger une glace, annonça Lily. Pas vrai, papa? Marcus cligna des yeux. Il n'en avait pas discuté, mais en regardant le visage plein d'espoir de sa fille, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Absolument, si ta maman est d'accord. Sarah hésita seulement brièvement avant de hocher la tête. Pas trop tard, c'est encore une soirée d'école. Alors qu'ils marchèrent vers sa voiture, la main de Lily chaude dans la sienne, Marcus ressentit une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Son bavardage sur la pièce, sur comment Johnny Thompson avait failli tomber du décor du bateau pirate, sur comment elle avait aidé les jumeaux à se souvenir de leurs répliques, remplissait l'espace qui avait été trop longtemps occupé par le silence. Au glacier, Lily commanda un sundae assez grand pour nourrir 3 enfants, et Marcus n'eut pas le cœur de suggérer quelque chose de plus petit. Ils s'installèrent dans une banquette près de la fenêtre, Lily racontant chaque détail des répétitions pendant que la glace fondait en flaques multicolores autour de sa cuillère. « Maman a dit que tu avais dû changer ton horaire de travail, » dit-elle soudain, son expression devenant sérieuse de cette façon particulière qu'ont les enfants quand ils abordent les affaires d'adultes. « Ça en valait la peine, » dit Marcus. « Je n'aurais manqué ta pièce pour rien au monde. » Lily l'étudia, ses yeux, si semblables aux siens, scrutant son visage. « Tu es différent ces derniers temps. Différent comme mon âge. » Elle haussa les épaules, luttant pour articuler son observation. « Plus heureux peut-être? Tu souris plus. » Le commentaire le prit au dépourvu. Avait-il plus souri? Puis il pensa à ses conversations avec Tom, à cette connexion inattendue qui s'était formée autour de déjeuners et de cafés partagés. « Je me suis fait un ami, » dit-il simplement.
Le visage de Lily s'illumina. Une petite amie, Westerna. Marcus rit. Non, rien de tel. Juste quelqu'un qui m'a rappelé certaines choses importantes. Comme quoi? Marcus réfléchit à la question, pensant aux paroles de Tom sur ne jamais manquer les moments, sur les ponts brûlés et la possibilité de les reconstruire. Comme la chance que j'ai de t'avoir, dit-il finalement. Et comme je ne veux plus manquer d'autres pièces de théâtre ou Sundays à la glace, Lily rayonna de la sauce au chocolat barbouillé au coin de sa bouche. Bien, parce que je vais aussi passer des auditions pour la comédie musicale du printemps. Plus tard, après avoir ramené Lily chez Sarah, Marcus rentra chez lui avec le parfum des roses encore accroché à sa veste de costume. Son appartement, habituellement si vide, semblait différent ce soir. Pas rempli exactement, mais d'une certaine manière porteur de la possibilité d'être plein. Sur une impulsion, il sortit son téléphone et chercha « Vétérans sans-abri à Atlanta ». Les résultats étaient nombreux. Organisation de soutien, refuge, programme d'aide de l'administration des vétérans. Si Tom avait autrefois eu un foyer près d'Atlanta, peut-être avait-il encore de la famille là-bas. Peut-être y avait-il un fils qui ne savait pas que son père dormait sous les viaducs d'autoroute dans un autre état. Certains ponts restent brûlés pour une raison, avait dit Tom. Mais Marcus ne pouvait pas accepter cela. Pas ce soir avec le rire de Lily qui résonnait encore dans ses oreilles, avec le poids de 10 roses encore ressenti dans ses mains. Demain, décida-t-il. Demain, il demanderait à Tom plus de détails sur son fils, sur Atlanta. Il offrirait d'aider, vraiment aider, pas seulement avec des sandwichs et du café, mais en trouvant un chemin vers la maison, quoi que cela puisse signifier pour le vieux vétéran. Le sommeil vint facilement cette nuit-là. Ses rêves remplis d'enfants volants et de feux de scène, et d'un père qui retrouve son chemin vers un enfant qui l'attend. Le vendredi matin apporta avec lui un froid mordant qui piquait le visage de Marcus alors qu'il marchait de sa voiture vers le bâtiment. Il portait un thermos de café supplémentaire et un sac contenant un sandwich du petit déjeuner, des offrandes de paix pour ce qu'il savait être des questions difficiles. Le quai de chargement était vide. Marcus ressentit une pointe de déception, mais pas de surprise. Tom avait laissé entendre qu'il partirait. Pourtant, Marcus s'installa pour attendre, regardant sa respiration former des nuages dans l'air glacial. À l'heure du déjeuner, il n'y avait toujours aucun signe du vétéran. Marcus était assis seul sur le quai de chargement, le sandwich supplémentaire intact à côté de lui. Il se surprit à repasser leur conversation, cherchant des indices sur l'endroit où Tom aurait pu aller. Le vétéran avait mentionné le passage supérieur de l'autoroute pendant la pluie. Mais Marcus n'était même pas sûr de quelle autoroute il parlait. Le week-end passa lentement. Marcus travailla le service du samedi qu'il avait promis à Miguel, ses pensées revenant sans cesse à Tom. Il passa devant plusieurs passages inférieurs en rentrant chez lui, ralentissant pour scruter les petits groupes de sans-abri rassemblés là, mais n'aperçut jamais la veste militaire familière. Le dimanche, avec Lily à l'anniversaire d'une amie, Marcus se rendit au refuge de la rue Markham. Le bâtiment était usé mais propre, avec une pancarte peinte à la main indiquant « Refuge Nouveau Départ », accrochée au-dessus de l'entrée. À l'intérieur, une femme à l'air fatiguée au bureau d'accueil leva les yeux quand il s'approcha. « Puis-je vous aider ?» Marcus hésita, soudain conscient de combien peu il savait sur Tom. « Je cherche quelqu'un, un homme plus âgé, vétéran du Vietnam. Il s'appelle Tom ou Thomas. Il était dans le coin plus tôt cette semaine. » L'expression de la femme resta neutre, professionnellement détachée. « Nous respectons la vie privée de nos clients ici. Je ne peux pas donner d'informations sur qui peut ou ne peut pas séjourner chez nous. » « Je comprends. Mais s'il est ici, pourriez-vous lui donner un message? Dites-lui que Marcus de Westfield demandait de ses nouvelles. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. » Quelque chose dans sa voix dut transmettre sa préoccupation sincère, car l'expression de la femme s'adoucit légèrement. « Je peux transmettre cela si je vois quelqu'un correspondant à cette description. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Marcus laissa son numéro de téléphone, bien qu'il eût peu d'espoir que cela mène quelque part. Le lundi arriva avec la première chute de neige de la saison, de légers flocons qui poudraient la ville comme du sucre glace. Le quai de chargement resta vide, bien que Marcus le vérifiât religieusement à chaque patrouille. Mercredi, il avait commencé à accepter que Tom soit parti, qu'il ait déménagé dans un autre quartier de la ville, ou peut-être dans une autre ville entièrement. Cette pensée laissait un vide surprenant dans sa poitrine. Comme c'était étrange, se dit-il, de regretter quelqu'un qu'il connaissait depuis moins de 2 semaines. Quelqu'un dont il ne connaissait même pas le nom de famille. Jeudi, exactement 1 semaine après la pièce de Lily, Marcus arriva au travail pour trouver une enveloppe avec son nom dessus, au bureau de sécurité. L'écriture était précise, chaque lettre formée avec un soin particulier.
Un type a déposé ça pour vous hier soir, dit le gardien de nuit, levant à peine les yeux de ses mots croisés. Il n'a pas voulu laisser son nom. Le cœur de Marcus s'accéléra tandis qu'il ouvrait l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal, jaunie par l'âge. C'était un avis de décès daté de près de 30 ans plus tôt. Margaret Louise Johnson, 42 ans, est décédée subitement le 3 octobre 1989. Elle laisse dans le deuil son fils, Marcus, 12 ans. Margaret était une infirmière dévouée au Memorial Hospital et un membre bien-aimé de la communauté. Les obsèques auront lieu. Marcus fixa la coupure, ses mains commençant à trembler. L'avis de décès de sa mère. Comment Tom pouvait-il avoir cela? Pourquoi aurait-il? La compréhension le frappa comme une vague, le laissant sans souffle. Les yeux familiers. Le port militaire. L'accent du Sud qui s'immisçait parfois dans la voix de sa mère quand elle était fatiguée ou contrariée. Thomas Johnson. Son père. Cette révélation envoya Marcus chanceler vers la chaise la plus proche. La coupure serrée dans ses doigts soudain engourdie. Tout ce temps. Toutes ces conversations. Les questions sur sa vie, sur Lily. Les conseils sur l'importance de ne jamais rater les moments importants. L'homme qu'il avait abandonné à 12 ans était assis en face de lui, partageant son déjeuner, offrant des conseils sur la paternité et les secondes chances. La première réaction de Marcus fut la colère, une fureur blanche qui brûlait à travers sa confusion. Comment osait-il? Comment cet homme osait-il disparaître pendant près de 30 ans, puis se glisser de nouveau dans la vie de Marcus sans s'identifier? Cette tromperie semblait cruelle, manipulatrice. Mais alors que le choc initial s'estompait, d'autres émotions commençaient à faire surface. La confusion certainement, la blessure, mais aussi une étrange et réticente curiosité. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Dans l'enveloppe se trouvait un second morceau de papier, une note écrite de la même écriture soignée. Marcus, à présent tu as compris. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais la lâcheté est une habitude difficile à perdre. Je suis parti pour des raisons qui semblaient importantes à l'époque. La guerre change un homme de façon qu'il ne comprend pas toujours, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ta mère méritait mieux. Tu méritais mieux. Je suis venu pour faire amende honorable, mais je me suis trouvé incapable de prononcer les mots quand le moment est venu. Peut-être est-ce une autre forme de lâcheté. Je repars en Géorgie. Il y a un hôpital pour vétérans à Atlanta, où ils essaient de nouveaux traitements pour les vieux soldats comme moi. Les médecins disent que j'ai peut-être 1 an, peut-être moins. Le PTSD et l'agent Orange ont été de piètres compagnons au fil des décennies. Tu t'es construit une belle vie sans moi. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. Plus fier que je n'ai le droit de l'être. Ta fille a le sourire de ta mère. Si tu veux parler, je serai à l'hôpital des vétérans d'Atlanta. Sinon, je comprends. Certains ponts restent brûlés pour une raison. Thomas Johnson, ton père. Marcus lut la note 3 fois, chaque lecture révélant de nouvelles couches, de nouvelles questions. 1 an ou moins. Son père était mourant. L'homme qui était parti, qu'il avait abandonné, lui et sa mère, à se débrouiller seul, faisait face à sa propre mortalité. Et il était revenu, non pas pour demander pardon, mais simplement pour voir le fils qu'il avait abandonné. La radio à sa hanche grésilla, un contrôle de routine qui pénétrait à peine sa conscience. Marcus répondit automatiquement, ses pensées encore emmêlées autour de cette révélation. Pendant tout son service, il accomplit machinalement ses tâches, la note et l'avis de décès brûlant dans sa poche comme des braises ardentes. Dans l'après-midi, sa colère s'était apaisée, remplacée par un nœud complexe d'émotions qu'il n'arrivait pas à démêler. Son père était mourant dans un hôpital pour vétérans à Atlanta. Son père qui avait partagé des déjeuners avec lui pendant 2 semaines sans révéler son identité. Son père qui l'avait encouragé à assister à la pièce de Lily, à lui apporter des roses, à chérir chaque instant précieux. Quand son service se termina, Marcus resta longtemps assis dans sa voiture, fixant le vide. Il avait passé 27 ans à croire que son père ne s'était pas soucié assez de lui pour se retourner. Maintenant, il devait tout reconsidérer. Non seulement qui était son père, mais qui il était devenu lui-même dans l'ombre de cet abandon. Il sortit son téléphone et appela Sarah. « Je peux parler à Lily ?» demanda-t-il quand elle répondit. « Elle est à son cours de piano ?» dit Sarah, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Tout va bien? Tu as l'air bizarre. » Marcus hésita. Mon père a pris contact. Un long silence suivit. Sarah connaissait les grandes lignes de son histoire. Savait que l'abandon l'avait marqué d'une façon qui avait fini par contribuer à leur divorce. Sa peur de vraiment s'engager, sa tendance à se retirer quand les émotions devenaient trop fortes. « Ça va ?» demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas. » admet Marcus. « Il est malade. À Atlanta. » Une autre pause. « Tu vas aller le voir ? Je ne sais pas ça non plus. » « Pour ce que ça vaut, dit Sarah prudemment. « Je pense que tu devrais.
Pas pour lui. Pour toi. Et pour Lily. Lily. Sorry non rien. Pour qu'elle sache que peu importe à quel point les choses se compliquent, la famille trouve un moyen de se retrouver. Même si ça prend du temps. Ces mots se posèrent sur lui, leur poids à la fois réconfortant et stimulant. Tu peux lui dire que je passerai la chercher samedi, plutôt que d'habitude? Bien sûr. Cette nuit-là, Marcus s'assit à sa table de cuisine avec son ordinateur portable ouvert, recherchant des informations sur le centre médical pour vétérans d'Atlanta. Il trouva le numéro général et le nota, bien qu'il ne soit pas encore prêt à appeler. Puis il se renseigna sur les traitements du PTSD et les complications de l'agent orange, s'instruisant sur ce que son père pourrait affronter. Savoir que Thomas Johnson était mourant aurait dû simplifier les choses. Il ne s'agissait pas de reconstruire une relation qui durerait des années. Il s'agissait de décider s'il fallait accorder à un homme mourant sa demande implicite de réconciliation. Pourtant, rien ne semblait simple. Chaque émotion semblait emmêlée avec une autre. La colère avec la curiosité, le ressentiment avec un désir inattendu de comprendre, de connaître l'homme qui avait contribué à le créer. Marcus pensa à Tom, son père, assis sur le quai de chargement, emballant soigneusement la moitié d'un sandwich pour le garder pour plus tard. Il pensa à cette posture militaire précise, aux ongles propres malgré le manque de domicile, aux yeux bleus clairs qu'il avait étudiés, avec ce qu'il reconnaissait maintenant comme une fin, comme un père mémorisant les détails du fils qu'il avait manqué voir grandir. Ne rate jamais ces moments. Il s'échappe avant qu'on s'en rende compte. Le vendredi passa dans un flou de tâches routinières et de débats intérieurs. Le samedi matin, Marcus avait pris sa décision. Quand il vint chercher Lily, il avait un sac de voyage dans le coffre de sa voiture. « On part à l'aventure ?» lui dit-il quand elle bondit sur le siège passager, son excitation d'être récupérée sitôt évidente dans son large sourire. « Quel genre d'aventure ?» demanda-t-elle en bouclant sa ceinture. Marcus prit une profonde inspiration. « On va rencontrer ton grand-père. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Le père de maman est mort avant ma naissance. »« Pas le père de ta maman. Le mien. » La compréhension se fit sur son visage. « Le papa qui est parti? Il est vivant. »« Oui, one harm. » Marcus hocha la tête, s'engageant prudemment sur l'autoroute qui les mènerait vers le sud. « Il est dans un hôpital à Atlanta. Il ne va pas bien. » Lily absorba cela avec la remarquable capacité d'adaptation des enfants. « C'est pour ça qu'il est revenu? Parce qu'il est malade? » Je pense que oui. Oui. Elle réfléchit à cela, son petit visage sérieux. « Tu lui en veux ?» La question si directe méritait une réponse honnête. Une partie de moi lui en veut. Il est parti quand j'avais à peu près ton âge. J'ai passé beaucoup de temps à me demander pourquoi. Tu vas lui demander? Marcus jeta un coup d'œil à sa fille, frappé par sa perspicacité. Oui, je pense que oui. Lily hocha la tête, satisfaite. Bien, alors tu sauras. La simplicité de sa logique était étrangement réconfortante. Alors tu sauras. Comme si le fait de savoir suffisait, peu importe ce que pourrait être la réponse. Le trajet jusqu'à Atlanta prit presque 6 heures, y compris les arrêts pour déjeuner et les pauses toilettes. Lily bavarda sur l'école et les amis, chanta avec la radio et posa occasionnellement des questions réfléchies sur le grand-père dont elle ignorait l'existence jusqu'à aujourd'hui. Comment il s'appelle? Thomas. Tom. À quoi il ressemble? Marcus décrivit le visage buriné, la posture militaire, les yeux bleus clairs. Il omit les détails de l'itinérance, de la veste en lambeaux et des mains tremblantes. « Est-ce qu'il sait que j'existe, hein ?» demanda Lily. « Oui, » dit Marcus, se rappelant avoir montré à Tom la photo sur son téléphone. « Il a dit que tu avais le sourire de ta grand-mère. » Cela lui fit énormément plaisir. « Elle était comment? Ta maman? »« Forte, » dit Marcus après un moment. « Gentille. Elle a travaillé très dur après le départ de mon père. Elle était infirmière. Comme la maman d'Amanda. Oui, comme ça. » Alors qu'ils entraient en Géorgie, le paysage changeant subtilement autour d'eux, Marcus sentit un calme étrange l'envahir. Peu importe ce qu'il attendait à l'hôpital VA, explication, excuse ou silence, il faisait cela selon ses propres termes, avec sa fille à ses côtés. Non pas comme le garçon de 12 ans abandonné, mais comme un homme qui avait construit une vie malgré cet abandon. Le GPS les dirigea à travers les rues animées d'Atlanta vers le vaste complexe médical qui abritait l'hôpital VA. Marcus se gara sur le parking visiteur, puis resta assis un moment, rassemblant son courage. « Prêt ?» demanda Lily, sa petite main trouvant la sienne. Marcus regarda sa fille, son soutien inconditionnel, et ressentit une vague d'amour si puissante qu'elle faillit le submerger. « Prêt ?» dit-il, serrant doucement sa main.
Le hall de l'hôpital était animé même un samedi. Des vétérans de différents âges s'enregistrant ou attendant dans des zones d'attente groupées. Marcus s'approcha du bureau d'information, la main de Lily toujours fermement dans la sienne. « Je cherche un patient », dit-il. « Thomas Johnson. Il aurait été admis dans la semaine ou quelque chose comme ça. » La réceptionniste tapa le nom dans son ordinateur. « Johnson Thomas. Oui, lundi, 5e étage, chambre 537. » Les heures de visite se terminent à 8 heures. Marcus hocha la tête pour la remercier, menant Lily vers les ascenseurs. Pendant qu'il montait, il ressentit une oppression dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec l'espace confiné. La chambre 537 était au bout d'un long couloir peint dans des bleus et des verts apaisants. La porte était partiellement ouverte. Marcus s'arrêta dehors, soudain incertain. Et si son père rejetait cette visite? Et si la note avait été une communication finale, pas une invitation? « C'est bon, papa », chuchota Lily sentant son hésitation. « Je suis là. » Puisant sa force dans sa certitude, Marcus frappa doucement sur le cadre de la porte. « Bonjour. Est-ce un de Wam? Entrez !» dit une voix familière, l'accent du sud plus prononcé que Marcus ne s'en souvenait. Ils entrèrent dans la chambre. C'était une chambre d'hôpital standard, impersonnelle mais propre, avec une fenêtre donnant sur le terrain de l'hôpital. Dans le lit, appuyé contre des oreillers, était assis Thomas Johnson. Il avait l'air plus petit d'une certaine façon, plus fragile qu'il ne l'avait paru sur le quai de chargement. La veste militaire avait disparu, remplacée par une blouse d'hôpital standard. Mais les yeux bleus clairs étaient morts les mêmes, s'écarquillant maintenant de choc en découvrant non seulement Marcus, mais Lily également. « Marcus », dit-il, sa voix à peine audible. « Tu es venu ?»« J'avais quelques questions », dit Marcus, sa propre voix plus stable qu'il ne l'avait espéré. « Voici ma fille, Lily. » Le regard de Thomas se tourna vers l'enfant, l'émerveillement se répandant sur ses traits burinés. « Bonjour Lily, je suis ton grand-père. » Lily, jamais timide, s'avança avec la main tendue pour une poignée de main formelle. « Ravi de vous rencontrer. Papa dit que vous étiez soldat. » Un sourire perça l'expression stupéfaite de Thomas. « C'est exact. Il y a longtemps. Vous étiez dans une guerre? »« Oui, Lily ?» commença Marcus, inquiet que la question soit trop directe. Mais Thomas l'écarta d'un geste. « Ce n'est rien. Oui, j'étais au Vietnam. » Pas une guerre que les gens aiment beaucoup se rappeler de nos jours. Lily hocha la tête sérieusement. On en a parlé à l'école. Madame Peterson a dit que c'était compliqué. C'est une façon de le dire, convint Thomas. Il regarda Marcus de nouveau, son expression incertaine. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Encore moins à rencontrer ma petite fille. J'avais des questions, répéta Marcus, s'avançant plus loin dans la chambre. En commençant par pourquoi tu t'es présenté à mon travail sans me dire qui tu étais. Thomas soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. De la lâcheté, comme je l'ai écrit. Je suis venu à Atlanta pour un traitement. J'ai découvert où tu étais en fouillant sur Internet. J'ai pensé que j'allais juste te voir l'homme que tu étais devenu. Je ne comptais pas t'approcher du tout. Mais tu l'as fait. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'imagine. Je me suis dit que j'allais juste observer de loin, mais puis, il secoua la tête. Puis tu m'as remarqué sur ce quai de chargement et tu ne m'as pas chassé comme tu aurais dû. Tu m'as offert du café à la place. Marcus se souvint de cette première rencontre, cette attraction inexplicable qu'il avait ressentie envers le vétéran sans-abri. Pourquoi ne pas me l'avoir dit alors? Ou à n'importe quel moment pendant ces 2 semaines? À Curry, les mains de Thomas se tordirent dans la fine couverture d'hôpital. Chaque jour, je me disais que j'allais le faire. Et chaque jour, je ne trouvais pas les mots. Comment dire à un homme qu'on l'a abandonné quand il était enfant? Quel droit avais-je de perturber ta vie après tout ce temps? Alors pourquoi laisser ce mot du tout? Pourquoi ne pas juste partir? Parce que tu méritais de savoir. Pas seulement que j'avais été là, mais pourquoi je suis parti au départ. Thomas regarda Marcus directement pour la première fois. Tu m'as demandé une fois ce que je dirais à mon fils si je le retrouvais. Tu t'en souviens, Summer? Marcus hocha la tête. Tu n'as jamais répondu, parce que j'avais peur de la vérité. J'ai toujours peur. Le regard de Thomas se porta sur Lily, qui s'était installée dans un fauteuil près de la fenêtre, observant leur échange avec une attention solennelle. Ce n'est pas une belle histoire. Comprenant la demande implicite, Marcus se tourna vers sa fille. Lily, ça t'ennuierait d'aller à la cafétéria nous chercher du jus de fruits à tous? Peut-être quelques biscuits s'ils en ont? Lily regarda les 2 hommes, manifestement consciente qu'on la renvoyait temporairement, mais l'acceptant avec grâce. D'accord. Quel genre de jus tu veux, grand-papa? Le terme utilisé si naturellement sembla frapper Thomas comme un coup physique. Pommes sirwangwam, s'ils en ont, réussit-il à dire après un moment. Quand Lily fut partie, promettant de revenir dans 15 minutes, « Je sais lire l'heure, papa.
Je ne suis pas un bébé. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Tu voulais savoir pourquoi je suis parti, dit finalement Thomas. La réponse courte, c'est le Vietnam. La guerre ne s'est pas terminée pour certains d'entre nous quand nous sommes rentrés. Syndrome post-traumatique, dit Marcus se rappelant ses recherches. Thomas hocha la tête. Ils appelaient ça traumatisme de guerre à l'époque. Plus tard, syndrome post-Vietnam. Je suis rentré en 72 avec des cauchemars qui auraient pu réveiller les morts et une colère que je n'arrivais pas à contrôler. Ta mère, elle a essayé d'aider. Dieu sait qu'elle a essayé. Il marqua une pause, se ressaisissant. J'ai commencé à boire. Pas juste socialement, le genre qui engourdit tout, qui fait disparaître les cauchemars pendant quelques heures. Je disparaissais parfois pendant des jours. Je revenais sans me souvenir où j'avais été. Marcus se souvenait de certains de ces moments. Des silences tendus dans leur petite maison, le sourire crispé de sa mère quand elle disait que papa était en voyage d'affaires. Il avait été trop jeune pour reconnaître les signes, mais assez âgé pour ressentir les courants souterrains de tension. La nuit où je suis parti, continua Thomas, sa voix baissant. J'avais bu pendant 3 jours d'affilée. Je suis rentré et ta mère m'a dit que j'avais besoin d'aide, qu'elle ne pouvait plus me couvrir au travail, ne pouvait plus te raconter des histoires sur mes absences. Il ferma brièvement les yeux. Je l'ai frappé. La seule fois où je l'ai fait, mais une fois a suffi. Elle m'a dit de partir, de ne pas revenir avant d'être sobre et en traitement. Je suis parti, et la suite est ce dont j'ai le plus honte. J'ai simplement continué. Je me suis réengagé sous un nom légèrement différent. Pas difficile à faire à l'époque avec les bonnes relations. Je me suis dit que j'avais ma place à la guerre. Pas dans un foyer avec une femme et un enfant que je ne faisais que blesser. La gorge de Marcus se serra. Tu es retourné au Vietnam? Après nous avoir abandonnés? Wonan. Renseignement militaire cette fois. Un autre genre de guerre. Quand Saigon est tombé en 75, j'ai été muté à d'autres opérations. J'ai passé 20 ans à entrer et sortir de zones de conflit. Quand j'ai définitivement quitté, ta mère était morte. Tu étais adulte. Quel droit avais-je de revenir à ce moment-là et de bouleverser ta vie? L'explication était à la fois plus et moins que ce que Marcus avait attendu. Pas un simple abandon, mais un réseau complexe de stress post-traumatique, d'alcoolisme et une tentative mal avisée de protéger sa famille en se retirant de leur vie. Tu aurais pu écrire, dit Marcus, les mots sortant plus durement qu'il ne l'avait voulu. Tu aurais pu envoyer de l'argent, vérifier si on allait bien. Tu as raison, reconnu Thomas. Je me disais que vous étiez mieux sans moi. Que ta mère se serait remariée, t'aurait donné un meilleur père que je n'aurais jamais pu être. C'était une autre forme de lâcheté. Prétendre que mon absence était un cadeau plutôt que ce que c'était vraiment. Moi qui fuyais mes responsabilités, l'homme que j'étais devenu. Marcus lutta pour concilier cette explication avec les décennies de colère qu'il avait portées. Alors pourquoi maintenant? Juste parce que tu es malade? Thomas secoua la tête. Les médecins me disent que je meurs depuis 3 ans maintenant. Un cancer dû à l'exposition à l'agent Orange, il pense. Ça entre en rémission puis ça revient en pire. Ce dernier round de traitement est expérimental. Ça pourrait me donner plus de temps. Peut-être pas. Il bougea dans le lit, grimaçant légèrement. Je suis venu maintenant parce que j'ai enfin épuisé mes excuses. J'ai passé 30 ans à me dire que vous étiez mieux sans moi dans votre vie. Puis j'ai vu cette photo de ta fille, j'ai entendu que tu travaillais en sécurité au lieu d'être à sa pièce de théâtre scolaire, et j'ai reconnu quelque chose. Quoi? Moi-même. La façon dont je me retirais quand les choses devenaient difficiles. La façon dont je choisissais le devoir plutôt que la famille, parce que le devoir était plus simple, avait des règles plus claires. Le regard de Thomas était maintenant ferme. Je ne voulais pas que tu fasses mes erreurs. Je ne voulais pas que tu rates des moments que tu ne peux pas récupérer. Les mots frappèrent Sir Marcus avec une force inattendue. Il pensa à combien il avait été proche de rater la pièce de Lily, avec quelle facilité il aurait pu continuer son schéma de retrait si ce n'avait été pour les conseils doux mais fermes du vétéran sans-abri. Ne rate jamais ces moments. Ils s'échappent avant que tu t'en rendes compte. Je ne demande pas le pardon, continua Thomas. Je ne le mérite pas et je ne vais pas t'insulter en le demandant. Je voulais juste que tu connaisses la vérité. Voulais voir l'homme que tu étais devenu malgré m'avoir eu pour père. Voulais m'assurer que tu ne... Il s'interrompit. Que je ne quoi? Que tu ne finisses pas comme moi. Seul à la fin, plein de regrets sur les ponts que j'ai brûlés et que je n'ai jamais essayé de reconstruire. Un coup à la porte les interrompit. Lily était là, tenant soigneusement un plateau avec 3 jus de pommes et une assiette de biscuits. Ils avaient du jus de pomme, annonça-t-elle fièrement. La tension dans la pièce se brisa quand Marcus l'aida avec le plateau. Pendant la demi-heure suivante, la conversation dériva vers des sujets plus sûrs. L'école de Lily, ses cours de piano,
son rôle de Wendy dans la pièce. Thomas écoutait avec une attention passionnée, posant des questions qui révélaient son intérêt sincère. Alors que les heures de visite touchaient à leur fin, une infirmière apparut pour vérifier les signes vitaux de Thomas et lui administrer ses médicaments du soir. « Vous devriez vous reposer maintenant, Monsieur Johnson », dit-elle, d'un ton bienveillant mais ferme. Marcus se leva, incertain de la façon de mettre fin à cette visite extraordinaire. « Nous devrions aller chercher un hôtel pour la nuit. Faut-il rester à Atlanta ?» demanda Thomas, la surprise évidente dans sa voix. « Juste cette nuit. Nous rentrerons demain. » Marcus hésita. « À moins que... Est-ce que ce serait possible qu'on revienne demain matin, avant de reprendre la route ou un... » L'espoir qui s'alluma dans les yeux de Thomas était une réponse suffisante, mais il hocha la tête. « J'aimerais beaucoup cela. » Lily s'approcha du lit et, avant que l'un des deux hommes puisse réagir, se pencha pour embrasser son grand-père nouvellement découvert. « Bonne nuit, grand-papa. Remets-toi bien. » Les bras de Thomas, hésitant au début, lui rendirent doucement son étreinte. Par-dessus l'épaule de Lily, ses yeux rencontrèrent ceux de Marcus, emplis d'une gratitude si profonde qu'elle était presque douloureuse à observer. « Merci !» articula-t-il silencieusement. Marcus hocha la tête, ses propres émotions trop complexes pour être exprimées. En quittant l'hôpital, la main de Lily chaude dans la sienne, il eut l'impression que quelque chose de longtemps gelé en lui avait commencé à dégeler, douloureusement, mais avec la promesse d'une guérison à venir. Ils trouvèrent un hôtel à proximité, dînèrent dans un restaurant de chaîne où Lily s'émerveilla des petits pains à volonté et s'installèrent dans leur chambre. Alors que Marcus bordait sa fille, elle le regarda avec des yeux sérieux. « Tu es encore fâché contre grand-papa » demanda-t-elle. Marcus réfléchit soigneusement à la question. « Pas aussi fâché qu'avant » dit-il finalement. « C'est compliqué, ma puce. Parce qu'il est parti quand tu étais petit ?»« Oui, et parce qu'il est resté absent si longtemps. » Lily resta silencieuse un moment. « Mais il est revenu, même s'il est malade et qu'il a peur. »« Comment sais-tu qu'il a peur ?» Ses mains tremblent, comme celles de Mia quand elle a dû présenter son rapport de lecture. Et il n'arrête pas de te regarder comme s'il avait peur que tu disparaisses. Marcus était continuellement étonné par la perspicacité de sa fille. « Tu es plutôt intelligente, tu sais ça ?» Elle sourit. « C'est ce que dit maman. » Son expression redevint sérieuse. « Je suis contente qu'on soit venu. Je pense que grand-papa avait besoin de te voir. Je pense aussi. » Alors que Lily s'endormait, Marcus s'assit près de la fenêtre de leur chambre d'hôtel, regardant l'horizon d'Atlanta. Il pensa à son père dans cette chambre d'hôpital, au pont brûlé et à la possibilité timide de reconstruire au moins une petite passerelle avant qu'il ne soit trop tard. Il repensa à sa propre vie, à la facilité avec laquelle il aurait pu continuer son lent retrait des relations importantes sans l'intervention inattendue d'un ancien combattant sans abri qui s'était révélé être son père disparu depuis longtemps. Certains schémas, semblait-il, étaient faits pour être brisés. Certaines histoires pouvaient avoir des fins différentes de celles auxquelles on s'était résigné. Le dimanche matin apporta un soleil pâle et un sentiment de détermination. Marcus et Lily retournèrent à l'hôpital pour trouver Thomas assis dans un fauteuil près de la fenêtre, paraissant plus fort que la veille. « Il me laisse sortir cet après-midi », expliqua-t-il tandis que Lily inspectait les diverses machines et moniteurs avec une curiosité non dissimulée. « Le traitement est terminé pour l'instant. Il faut juste attendre et voir si ça marche. »« Où vas-tu aller ?» demanda Marcus. Thomas haussa les épaules. L'administration des anciens combattants a un logement de transition. Je me débrouillerai. Les mots faisaient écho à leur conversation sur le quai de chargement. L'autonomie prudente, le refus d'admettre le besoin. Marcus le reconnaissait maintenant pour ce que c'était. La même fierté qu'il avait lui-même portée, la réticence à demander de l'aide qu'il avait maintenue isolée après son divorce. « Et si ?» commença Marcus puis s'arrêta, surpris par la pensée qui lui était venue. « Et si tu revenais avec nous ? Juste jusqu'à ce que tu sois plus fort. » Thomas le regarda fixement, visiblement stupéfait par l'offre. « Je ne pourrais pas m'imposer comme ça. Ce n'est pas s'imposer si c'est une invitation, » dit Marcus, les mots lui semblant justes en les prononçant. « Mon appartement a une chambre d'amis. Elle est petite, mais c'est mieux qu'un logement de transition. »« Papa, oui !» s'exclama Lily, sautillant d'excitation. « Grand-papa peut venir à mon récital de piano le mois prochain. » Thomas les regarda tour à tour, un espoir manifeste luttant contre le déni de soi, ancré sur son visage buriné. « Marcus, tu n'as pas à faire ça. Je ne suis pas revenu dans ta vie en m'attendant à quoi que ce soit. »« Je sais, » dit Marcus. « C'est pour ça que je l'offre. Pas parce que tu t'y attends, mais parce que... » Il fit une pause, cherchant les bons mots. « Parce que certains ponts valent la peine d'être reconstruits, même après tout ce temps. » Il fallut 3 heures de plus pour compléter les formalités de sortie.
Thomas avait peu de possessions, juste un sac de sport contenant quelques vêtements, sa veste militaire et un petit album photo qu'il gardait toujours près de lui. L'hôpital fournit des médicaments et des instructions pour le suivi médical, que Marcus organisa soigneusement dans un dossier. En milieu d'après-midi, ils étaient sur la route du retour vers le nord. Thomas sur le siège passager, Lily babillant à l'arrière sur toutes les choses qu'elle voulait montrer à son grand-père quand ils arriveraient à la maison. Ce voyage semblait symbolique d'une certaine façon. 3 générations avançant ensemble, le passé douloureux pas oublié, mais peut-être, enfin, commençant à guérir. Alors qu'il franchissait la frontière de l'État, Marcus jeta un coup d'œil à son père, remarquant comme il n'arrêtait pas de se retourner pour regarder Lily sur la banquette arrière, comme s'il mémorisait ses traits, gardant précieusement ces moments contre quelques futures absences. « Elle a le sourire de ta mère », dit Thomas doucement, répétant ces mots de la lettre. « Son esprit aussi, je pense. »« Oui », acquiesça Marcus. « Maman l'aurait adoré. Elle aurait été fière de toi, mon fils. Du père que tu es devenu. » Ces mots se posèrent sur Marcus comme une bénédiction qu'il ne savait pas chercher. Ils continuèrent à rouler dans le crépuscule naissant. Une famille fragmentée et maintenant imparfaitement, timidement réunie. À un moment donné, Thomas s'assoupit, la tête penchée contre la vitre. Marcus observe le profil de son père, les rides de l'âge et des épreuves, les traces encore visibles de maintien militaire même dans le sommeil. Il pensa à toutes ces années perdues, aux conversations qu'il n'aurait jamais, aux moments importants que son père avait ratés. Pourtant ils étaient là, partageant le même espace, respirant le même air. Tout ce qui était cassé ne restait pas cassé. Tous les départs n'étaient pas définitifs. Parfois, contre toute attente, les gens retrouvaient le chemin les uns vers les autres. Alors qu'ils approchèrent des limites de la ville, Thomas se réveilla et regarda Marcus. « Merci », dit-il simplement, « pour cette seconde chance que je ne mérite pas. » Marcus pensa au quai de chargement, au déjeuner partagé et au café, aux roses au spectacle de Lily et à la façon dont son visage s'était illuminé quand elle l'avait vu dans le public. Il pensa au pont brûlé et reconstruit, au pouvoir guérisseur des petites gentillesses offertes sans attendre de retour. « Peut-être qu'aucun de nous ne mérite ces secondes chances, dit-il finalement. Peut-être que c'est ce qui les rend si précieuses. » Sur la banquette arrière, Lily s'était endormie, son visage paisible dans la lueur des réverbères qui défilaient. Devant eux s'étendait la maison, et tout ce travail compliqué et magnifique de reconstruire ce qui avait semblé irrémédiablement brisé. Marcus tendit la main par-dessus la console et serra brièvement l'épaule de son père. Un geste simple de connexion, d'acceptation, de possibilité. Thomas couvrit la main de son fils avec la sienne, son contact transmettant ce que les mots ne pouvaient pas. Gratitude, regret, espoir. Ensemble, ils roulèrent vers la maison. 3 générations liées par le sang et le choix et le courage de recommencer. Derrière eux s'étendait la longue route du passé. Devant eux, le chemin incertain mais plein d'espoir de tout le temps qu'il restait. Certains ponts restent brûlés pour une bonne raison, avait dit Thomas. Mais d'autres, Marcus le comprenait maintenant, pouvaient être reconstruits lentement, imparfaitement, mais avec une force qui venait d'avoir traversé les tempêtes mêmes qui les avaient autrefois détruits. La nuit tombait autour d'eux tandis qu'ils continuaient vers la maison, 3 cœurs battant dans une synchronie silencieuse, trouvant leur chemin vers l'avant ensemble dans la douce obscurité.